si on revient sur les conditions qui avaient été dressées dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie et de RTE paru en 2019, la première, c'était les technologies pour maintenir la stabilité du système électrique sans production conventionnelle. Bon, alors, si on lit le résumé du rapport, on voit qu'il est écrit qu'il existe un consensus scientifique sur l'existence de ces solutions, mais qu'elles doivent encore faire l'objet d'une démonstration à grande échelle. Je dirais que cette démonstration, elle a eu lieu. Elle a lieu en ce moment même. Si on prend une région comme l'Australie du Sud, hein, dont on n'a pas, Patrick s'est un peu concentré sur des exemples en Europe. C'est un réseau qui est relativement isolé du reste de l'Australie et dans lequel on avait du 100% fossile dans l'électricité encore en 2007. Aujourd'hui, ils sont à 70% d'énergie renouvelable, éolien plus solaire, avec un objectif 100% en net en 2028. Et pourquoi je dis que ça prouve que la stabilité du réseau est gérable? Parce qu'ils ont une seule liaison en fait synchrone avec le reste de l'Australie, qui leur permet de faire en sorte que les autres États australiens assurent la stabilité de leur réseau, et que même quand cette liaison est en maintenance, le réseau fonctionne. En novembre, ils ont été à 91% de renouvelables un instant. Il n'y a eu absolument aucun problème de stabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les investissements nécessaires dans les technologies, en l'occurrence les compensateurs synchrones, pour assurer cette stabilité. La deuxième condition importante, ça Patrick on a déjà parlé, c'est d'assurer l'adéquation entre l'offre et la demande en permanence. Et pour ça, on a effectivement besoin de technologies pilotables, de technologies de stockage. Mais ces technologies, elles existent. Pour le stockage de court terme, on a la solution des batteries. La Californie est déjà en train d'investir massivement là-dedans. À quoi servent les batteries dans un système électrique 100% renouvelable? Typiquement pour stocker l'excédent de production des panneaux solaires autour de midi et à utiliser cet excédent typiquement pour la pointe de consommation du matin ou du soir. Ça fonctionne en grandeur réelle. Pour le stockage de plus long terme, la technologie qui se dégage, c'est ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire produire de l'hydrogène à partir de l'excès de production d'origine éolienne ou solaire. Et ça permet d'utiliser cette énergie typiquement pendant un anticyclone en hiver, lorsqu'on a peu de production renouvelable. Ces technologies, elles existent, hein, les électrolyseurs, le stockage d'hydrogène en qualité saliste, quoi qu'on pense de l'avenir souhaitable du système électrique, parce que produire de l'hydrogène, on va en avoir besoin pour la transition vers le zéro émission net, ceci pour les usages où l'électrification directe n'est pas adaptée, par exemple pour produire de l'acier à partir de minerais. Donc, techniquement, pour moi, on n'a vraiment pas d'obstacle à aller vers le 100% renouvelable. Économiquement, je dirais qu'on est dans la zone d'incertitude où on ne peut pas dire, vu d'aujourd'hui, si à l'horizon 2050 ou 2060, ce serait moins cher d'être dans un système 100% renouvelable ou bien partiellement nucléaire, partiellement renouvelable pour la France. Patrick a parlé des scénarios RTE. Il y a un autre exercice qui a fait moins de bruit, mais qui se base sur le même type de modèle. Et je ne vois pas de raison de lui faire moins confiance ou plus confiance qu'à l'exercice de RTE. C'est celui qui a été établi par l'ADEME. Donc, c'est publié dans leur feuilleton qui s'appelle Mix électrique, dans le cadre de leur scénario Transition 2050. Ça, c'est un ensemble de scénarios qui est plus large que celui de RTE, puisqu'il prend en compte l'ensemble de l'économie et des émissions de gaz à effet de serre et pas seulement le périmètre électrique. Mais à nouveau, c'est à peu près le même type de modélisation. Bon, la première conclusion, c'est que ce qui va différencier le coût de différents scénarios énergétiques, c'est avant tout le niveau de la demande. Plus le niveau de la demande est élevé et plus le montant, la dépense nécessaire pour satisfaire cette demande est élevée, ça c'est évident. Mais même si on raisonne par mégawattheure consommé,
plus moins on est sobre, plus on a un niveau élevé de consommation et plus le prix par mégawattheure est élevé. Ceci parce que, typiquement, vous avez une capacité limitée en hydraulique qui est utile pour la flexibilité, mais qui ne coûte pas cher. Si vous l'attribuez, si vous la répartissez sur davantage de production, votre coût moyen augmente, simplement. À côté de ça, pour un même niveau de production, l'ADEME a comparé des scénarios avec ou sans nouveau nucléaire, et donc sans nouveau nucléaire, ça veut dire à terme 100% renouvelable. Et en fait, le coût total, il est quasiment identique. Il y a un écart de 1% entre différents scénarios, autant dire qu'on est complètement dans la fourchette d'incertitude. Alors pourquoi ce n'est pas exactement les mêmes résultats que RTE? Il y a quelques hypothèses qui diffèrent un peu. Mais quand je regarde dans le détail, je vois dans les travaux de RTE quand même pas mal d'hypothèses qui sont, à mon avis, trop favorables, irréalistement, je dirais, favorables au scénario avec nouveau nucléaire. Dans les hypothèses de coût qui sont retenues pour les futurs éventuels réacteurs, qui supposent une très forte baisse du coût. Alors, je ne dis pas simplement par rapport aux têtes de série sur les EPR qui étaient les premiers chantiers en Finlande ou en France, mais même par rapport à ce que EDF propose de vendre aujourd'hui en Angleterre, à Sizewell C. Alors que là, on aurait les 7e et 8e réacteurs de cette technologie. Donc, on est très loin de la tête de série. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait de telles baisses de coûts. Parce que là, dans le rapport de RTE, pour la 3e paire d'EPR en France, on serait à 42% de baisse par rapport aux premières générations d'EPR. Ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire du nucléaire jusqu'à présent. Ensuite, RTE suppose un même coût du capital pour chaque technologie, tout en écrivant que, idéalement, il faudrait différencier ce coût du capital, mais qu'ils n'ont pas d'éléments quantitatifs pour le faire. Et en même temps, quand on voit le coût du capital pour les projets nucléaires en Angleterre en particulier, c'est autour de 8%, c'est nettement plus que ce qu'on sait des grands parcs renouvelables, qui tournent plutôt autour de 3%, aussi avant la guerre en Ukraine. Donc, on est dans la zone d'incertitude. Et là, je parle bien du coût sur l'ensemble d'un système électrique, bien sûr, et pas seulement du coût de produire un mégawattheure avec telle ou telle technologie. Donc, quand on prend en compte les besoins de flexibilité, etc. Donc, à partir de là, je dirais que faire? Est-ce qu'il faut... comment choisir? Je dirais quand même le gros avantage de ne pas se lancer dans une nouvelle génération de centrales nucléaires, c'est qu'on évite tous les risques liés au nucléaire qui, dont on parle peu, mais qui sont quand même présents. Il y a toujours un risque d'accident, même si la probabilité est faible. La probabilité est faible, mais en cas de réalisation, le coût est très élevé. L'IRSN, en 2013, avait écrit qu'un accident majeur pourrait coûter plus de 400 milliards d'euros, plus de 20% du PIB annuel français. Donc, évidemment, on a du mal à chiffrer la probabilité associée, mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Autre problème, risque lié au nucléaire, c'est évidemment la question des déchets. Alors, même si on arrive à construire CIGEO, c'est-à-dire le centre de stockage des déchets à haute activité et à moyenne activité à vie longue, il est dimensionné pour le parc de centrales actuel et pas pour un parc futur. Donc, il faudra refaire un CIGEO ou avoir une autre solution. Et puis, on a vu aussi le risque lié à un problème générique sur le parc l'été dernier. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui peut se produire à nouveau dans le futur. Alors, pour m'acheminer vers la conclusion, quel est l'obstacle le plus important à la mise en place d'un système 100% renouvelable? Je dirais c'est la question, est-ce qu'on va arriver à investir assez rapidement? Mais là encore, les obstacles ne sont pas ni techniques ni économiques, ils sont politiques. C'est l'opposition aux projets d'investissement renouvelables, mais pas que, qu'on constate de manière assez généralisée.
Et ça, mais c'est là qu'il y a un peu faut faire attention à une circularité dans le raisonnement, c'est-à-dire si en tant que chercheur, on intègre ces difficultés qui existent à installer des renouvelables pour dire, vous voyez, on ne peut pas faire un système 100% renouvelable, ces mêmes arguments vont être utilisés par les opposants à ces projets pour dire, vous voyez, on ne peut pas se baser sur les renouvelables, donc ne menons pas ces projets à bien. Et ça, c'est un peu, je dirais, pour conclure, que le principal obstacle à un système 100% renouvelable, c'est la croyance à tort en sa propre impossibilité. Et cette croyance en la possibilité d'un système 100% renouvelable, je dirais que même si on est favorable à un nouveau programme nucléaire, ce qui est une position tout à fait légitime, je dirais que si on prend un peu de recul et qu'on raisonne au niveau du monde et pas seulement de la France, il faut quand même faire attention aux arguments qu'on emploie. Parce qu'il est quand même assez évident qu'il n'y aura pas du nucléaire dans tous les pays du monde, simplement déjà parce que tous les pays n'ont pas les institutions qu'on a en France et qu'on a encore aujourd'hui qui permettent de limiter les risques dont je parlais liés au nucléaire, les risques de prolifération. Donc, il y a des pays qui ne vont pas recourir au nucléaire, des réseaux électriques qui ne vont pas y recourir. Donc, si vous dites le 100% renouvelable, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui reste pour ces pays? Le captage-stockage géologique du CO2 à partir de centrales à charbon, je dirais qu'il y a plus grand monde qui défend ça aujourd'hui. Le captage-stockage peut avoir un intérêt dans l'industrie lourde, mais dans la production d'électricité, c'est quand même un peu passé de mode pour des bonnes raisons. Donc, ça veut dire que ces pays, tout ce que vous dites à ces pays, c'est continuer à émettre du CO2, et donc la neutralité carbone au niveau mondial, on n'y arrivera jamais. Merci pour votre attention.